Et merci d'être avec nous en direct et en studio. On a le plaisir de vous retrouver tous les mercredis pour votre bloc-notes. Mais si vous nous rejoignez un peu plus tôt aujourd'hui dans l'émission, c'est parce que vous en êtes l'invité à l'occasion de la parution chez Fayard dans la collection Pensée libre de votre nouveau livre, La culture de l'ultra-violence. Vous y procédez, Rachel, à une sorte d'anthropologie de la violence, de la culture de la brutalité qui se diffuse et se répand tel un virus dans tous les pans de la société, privée, publique, dans l'espace intime comme dans l'espace politique. C'est un fléau qui nous gangrène. Qu'est-ce qui vous a d'abord conduit, Rachel, à écrire sur ce phénomène et en quoi est-il, selon vous, à la source de nombre de dysfonctionnements qui touchent nos sociétés contemporaines, et en particulier en France? C'est vrai qu'au fil de l'actualité, on se rend compte que la violence est partout, et vous l'avez dit, psychologique, physique, politique, juridique, et puis dans nos vies personnelles aussi. Moi, ce qui m'a poussée à écrire, c'est vrai que en étant entre guillemets maltraitée par certains, notamment à l'extrême gauche, mais aussi justement ayant vécu un espèce de trauma professionnel où on m'a sorti d'un travail au regard de mes convictions et de ce que je défendais, notamment la France, la République, mais aussi Israël, eh bien j'ai voulu dresser en fait l'anatomie de la violence pour mieux la combattre. Il est difficile d'être une figure médiatique si l'on veut échapper à cette violence qui est partout, qui est notamment une violence, on y reviendra, mais algorithmique sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que maintenant ça fait partie de notre travail en fait au quotidien. C'est vrai que lorsque l'on écrit, lorsque on est en première ligne, mais malgré soi, au fond, c'est pas quelque chose qui est décidé. C'est vrai que tout de suite on a une meute qui est là, qui vous attend. Et surtout pour que aucune tête ne puisse dépasser. Et je trouve que c'est un fléau dans notre démocratie. Et vous étiez préparé à ça? Pas du tout. Absolument pas. C'est vrai que lorsque l'on écrit, lorsque l'on défend... En fait, quand on écrit, on se met devant sa table et on se dit, je vais essayer d'écrire quelque chose qui soit profondément mon expression, sans être pollué par autre chose. Et je crois que quand on écrit avec le cœur, puissamment, il y a certains écrits qui restent, et c'est là où la violence guette, et c'est là où certains veulent vous détruire. Alors Rachel, c'est l'une des thèses majeures de votre livre, La haine du juif, et je vous cite, la matrice, l'activateur, le laboratoire de la violence, de la culture de l'ultra-violence. Là où elle prospère, analysez-vous page 107, toutes les autres formes de violence trouvent une possibilité, une langue, une méthode, et aujourd'hui un public. Pourquoi y voyez-vous l'incarnation la plus parlante de toutes les autres violences psychologiques, verbales, numériques, physiques ou encore symboliques que vous auscultez dans ce livre? Ouais, c'est vrai. J'ai voulu commencer en fait par toutes les formes de violence concrètes, psychologiques, le harcèlement scolaire, politique, notre violence intérieure. Et en fait, à un moment donné, je me suis posé la question de l'antisémitisme, et je me suis rendu compte que finalement, pourquoi l'antisémitisme cristallise, c'est parce qu'il a en lui tous les moteurs de la violence, en tout cas, Il coche toutes les cases. il coche toutes les cases pour installer une nouvelle culture de la violence. Et on l'a vu, si on regarde tous les faits, depuis Ilan Halimi, la violence physique, la violence psychologique, la violence juridique, la violence médiatique, la violence politique, toutes les formes de violence, eh bien, à chaque fois, vous avez un exemple antisémite. Et en fait, si on cristallise beaucoup, si certains cristallisent beaucoup sur l'antisémitisme aujourd'hui, en tout cas c'est la thèse de ce manifeste, c'est aussi parce que l'antisémitisme permet d'installer la culture de la violence dans notre société. Et vous diriez que ces différentes violences, ces différents types de violences se nourrissent les uns des autres, les unes des autres? Absolument. D'ailleurs, j'ai eu du mal, en fait, parce que je me suis dit, est-ce que je commence par la violence physique? Est-ce que je commence par la psychologique? En fait, c'est vraiment des interactions négatives qui font que cette violence, eh bien, elle s'infiltre partout. Et c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf, en fait. Entre la violence physique et la violence psychologique, ou la violence verbale, ou la violence des réseaux sociaux, finalement, elle s'alimente. Ça peut commencer à n'importe quel point. Ça s'auto-alimente et ça gangrène véritablement notre société. Il y a cette question, Rachel Kahn, de plus en plus lancinante sur laquelle vous vous étendez. C'est cette violence intérieure qui conduit de plus en plus de juifs à se demander, sommes-nous encore chez nous? Comment est-ce que vous y répondez, vous, Rachel Kahn? C'est un vrai travail. La violence intérieure, c'est-à-dire pour ne pas, premièrement, ne pas ressembler à ceux que l'on combat. Parce que très sincèrement, ceux que l'on combat, ils sont pas très beaux. Ils sont même souvent très moches. Ils sont laids, en tout cas intérieurement. Et parfois, cette violence-là,
en fait, elle vous enrobe tellement qu'elle finit par vous pénétrer à l'intérieur. Donc ça, c'est un combat. Et ensuite, essayez de ne pas reprendre ou de ne pas prendre pour argent comptant les mots que l'on veut vous plaquer sur vous-même, les assignations. Alors moi, en plus, j'ai d'un côté la négresse de maison, l'extrême droite, la sioniste, la génocidaire, que ces mots ne me pénètrent pas et ne me concernent pas. Le laisser absolument loin de moi pour pouvoir mieux me défendre et les combattre. Ça veut dire se couper des réseaux sociaux ou utiliser d'autres types de filtres pour se concentrer que ce sur quoi on peut tirer quelque chose de positif. Qui ne doit pas être évident. Non, mais après, vous savez ce que l'on dit à nos enfants? Pas trop de téléphone portable, pas trop de réseaux sociaux, 10 minutes par jour, se l'appliquer à soi-même. Moi, je poste mes choses, je regarde ce que j'ai envie de regarder, notamment l'art, la culture, la danse, sur Instagram, et je coupe, je ne regarde absolument rien parce que j'ai pas envie que ça colonise ma vie. Donc je mets des frontières à cette violence, et notamment cette violence numérique. Et je crois qu'en tant que citoyen, c'est un travail qu'il faut faire, en tout cas se désintoxiquer des réseaux sociaux en tant qu'adulte. Et donc, vous êtes favorable à cette interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, portée notamment par le président de la République? Surtout c'est urgent. Urgent, mais surtout pour leur apprendre à vivre le réel et donner moins de poids au nombre de followers haineux. Ça ne sert à rien, c'est une meute qui ne sert à rien, qui n'a souvent ni nom ni prénom, totalement anonyme et qui est là pour nous polluer. Rachel, vous n'avez pas répondu à ma précédente question. Ah bon? Sommes-nous encore chez nous? Ah oui, vous avez raison. Comment vous... Sommes-nous encore chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes ou en France? J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une question politique que se posaient les Juifs et que vous vouliez aborder. Moi, je pense que... Alors, on est chez nous dans le cœur et dans ce qu'a pu être la France. Après, c'est vrai que... Enfin, je veux dire, on est chez nous dans l'âme française, dans ce qu'elle a de culturel, de ce que nous avons pu apprendre à l'école. Après, d'un point de vue personnel, c'est vrai que mon cœur est en Israël, que je préfère justement mon énergie positive, qu'elle soit pour construire des choses et non pas pour lutter contre des haineux qui ne veulent que nous détruire. Alors justement, Israël, vous écrivez... Là, j'ai bien répondu. Là, Absolument. D'accord. Je ne relance pas. Vous écrivez, page 12, justement sur Israël, que les massacres du 7 octobre 2023 ont joué, et je vous cite, un rôle d'accélérateur de haine et de violence comme un révélateur. Qu'est-ce qui était jusque-là latent? Ce qui était latent, c'est ce que j'ai pu vivre justement dans mon ancien travail. Ça ouvre le livre. Complètement. Alors... des silences, des regards et une forme de frontière qui fait que il existait de moins en moins de fraternité entre nous. Ces assignations au regard de votre couleur de peau, au regard de votre religion, cette façon de voir le monde en noir et blanc, entre dominant et dominé, cette manière de vous assigner. Donc on n'est plus dans quelque chose de fraternel avec un sens commun et la volonté d'écrire un récit commun. Vous regrettez que la politique ait pris autant de place, notamment dans les entreprises, dans les relations interpersonnelles, au-delà des cercles familiaux? Oui, parce que si la politique était là justement pour nous protéger de la violence, ou si la politique était là pour nous montrer une voie avec du courage, je serais très favorable. Mais là, c'est une politique, malsaine, en sourdine, une politique qui est assez fourbe au fond. Et c'est vrai que tout était déjà en présence, notamment par rapport à l'antisémitisme, au communautarisme, à l'entrisme, à l'islamisme, aux identitaires, de tout poil, qui étaient déjà en présence. Et le 7 octobre a été l'alibi suprême pour pouvoir déverser toute sa haine. Et très sincèrement, je me pose tous les jours la question, qu'aurait fait LFI, qu'auraient fait certains des Verts, ou bien certains communistes, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre? Quel aurait été leur programme politique? C'est triste, mais ces personnes sont des profiteurs de guerre. Alors pour y faire face, une prise de conscience est nécessaire, écrivez-vous Rachel Kahn, et il est nécessaire d'accepter de nommer le mal tel qu'il est. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, notamment pour les responsables politiques? Parce que je crois qu'ils sont pris du syndrome du plat de lentilles. Donc c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par des choses et qui ne relèvent pas de l'engagement pur ou de l'engagement simple ou de l'engagement avec le cœur. Ils sont tenus par des échéances électorales, ils sont
tenus par le parti, ils sont tenus par des postes. Quand j'ai vu certains comportements, parfois qui se gargarisent d'être en première ligne contre l'antisémitisme, mais lorsque l'on regarde à une dizaine d'années, on voit bien qu'il y a eu des stratégies politiques, toutes ces stratégies qui ont coupé d'ailleurs le politique des citoyens. Parce que quand vous parlez justement d'être moins sur les réseaux sociaux, ça vous permet de parler plus aux vrais gens dans la rue, en fait, aux vraies personnes fait de chair et d'os dans la rue. Et moi, je regrette que les politiques ne soient plus avec les personnes qui sont dans la rue, mais plus sur des questions de parti. Rachel Kahn, je rappelle le titre de votre dernier livre, qui paraît d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, le 4 février. Tout à fait, c'est ma première interview. Merci de nous l'avoir accordé, chère Rachel. La culture de l'ultraviolence chez Fayard. L'ultraviolence, ce sont aussi des mots, ce sont souvent d'abord des mots qui enflamment, mots qui brouillent, mots qui séparent, mots qui hystérisent. Je vais vous montrer du doigt dans le livre ces responsables politiques qui enflamment l'opinion au lieu d'apaiser. Jean-Luc Mélenchon, contre lequel vous êtes beaucoup, contre lequel vous n'avez jamais cessé de batailler, finalement, incarne cette brutalisation verbale en politique. Oui, parce qu'il a deux choses. Déjà, il incarne la brutalisation. Déjà, il est dans une course à l'échalote sur aussi des jeux de mots. Yael Braun-Pivet va camper en Israël ou à Tel Aviv. Donc, comme si, finalement, il courait après... les jeux de mots antisémites de Jean-Marie Le Pen, sur du rapport crématoire, par exemple, c'est exactement dans la même veine. C'est ce que j'ai pu vivre aussi avec Médine, Rescapé, donc ces jeux de mots. En août 2023. Voilà. En fait, il fait ça. Et aussi, de l'autre côté, il chauffe la meute pour que la meute soit plus violente que lui. Et c'est ça, en fait. Il chauffe les gens qui n'ont pas forcément l'ensemble du bagage intellectuel, donc il instrumentalise les masses. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ces déclarations, justement, Rachel Kahn, samedi dernier à Roubaix? Il venait soutenir le député David Guiraud, qui est candidat pour les municipales de mars prochain, contre des membres du collectif Nous Vivrons, engagés contre l'antisémitisme et qui étaient présents ce jour-là à Roubaix. Il les a qualifiés d'individus de circonstance qui s'agitent au bout des fils comme des marionnettes, ajoutant que les tireurs de fils sont ailleurs. C'est typique de la rhétorique mélenchoniste aujourd'hui. C'est surtout typique de la rhétorique nazie, parce qu'on sait très bien ce que c'est qu'une marionnette, les fils, la conspiration. Donc ça fait vraiment partie de l'imagerie, en plus, avec le grand marionnettisme, la finance, etc. Donc on est précisément après le visuel inspiré par Goebbels par rapport à Cyril Hanouna, après Campé, après Rescapé, après l'antisémitisme est un problème résiduel. Après tout ça, il passe entre les mailles du filet, mais on a très bien compris qui est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un accélérateur de haine, et l'ensemble de son programme n'est fait que sur la haine. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, la fureur et le chaos, le bruit et la fureur, dans un fracas fracturé absolument pour que la société, finalement, soit divisée. Et c'est pas une question de vouloir gagner les présidentielles ou pas. C'est de créer le bordel et que notre civilisation se taise. Une dernière question, Rachel. La violence a souvent pour corollaire la peur. Politiquement, la peur peut se traduire par la quête d'un homme fort, d'un exercice du pouvoir plus autoritaire, d'une restriction des libertés publiques. Vous redoutez l'issue de la présidentielle de 2027 ? Oui, je la redoute. Je la redoute parce que, et c'est peut-être aussi, ce livre est un peu un manifeste pour être courageux soi-même, s'émanciper de toute forme de peur, agir quand on doit agir, parler quand on a envie de parler, toujours garder la tête haute pour peut-être qu'il sortira de nous un candidat qui sera le meilleur pour la France, mais pas avec des radicalités, pas avec des extrêmes. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre qui paraît aujourd'hui chez Fayard dans la collection Pensée libre, la culture de l'ultraviolence. On lui souhaite un grand succès. Merci beaucoup. Merci à vous, Rachel. À la semaine prochaine. Avec plaisir.